L'invité du Grand Direct ce soir est un ancien ambassadeur qui a servi dans de nombreux pays pour Israël et notamment en Asie, Thaïlande, Singapour. Bonsoir Yitzhak Shoham, merci d'être l'invité du Grand Direct ce soir. Alors il y a quelques jours, une ambassade israélienne, celle d'Athènes, était visée par des tirs provenant vraisemblablement d'un commando sur des motos. Vous avez vous-même, en tant qu'ambassadeur en Thaïlande, ambassadeur d'Israël en Thaïlande, été visé par un attentat. Ça fait partie des risques, évidemment, du métier, ce qu'on appelle les risques du métier. En effet, d'abord bonsoir à vous et aux spectateurs. Il y a des informations qui ne sont pas très réjouissantes concernant ce qui s'est passé à Athènes, mais il y a une différence entre ce qui s'est passé à Athènes et ce qui s'est passé à Bangkok et dans d'autres endroits à travers le monde. Parce que, semble-t-il, ce qui s'est passé à Athènes, c'est une initiative locale de forces extrémistes locales qui ont tenté de s'en prendre à l'ambassade. Et à Bangkok, c'était tout à fait différent. Une partie du grand plan de l'Iran était de s'en prendre à des diplomates israéliens. Et ce n'est pas seulement de l'antisémitisme, de la politique, c'est simplement une partie du terrorisme iranien mondial, et c'est la différence essentielle, je dirais. Oui, alors c'est vrai que l'Iran et le Hezbollah ont souvent visé Israël dans des endroits peut-être où ils ne s'y attendaient le moins. Ça veut dire qu'il faut avoir évidemment toujours la vigilance partout où l'on soit dans le monde. Ça s'est passé en Argentine, ça aurait pu se passer en Thaïlande, ça s'est passé en Inde aussi. Israël peut être visé. En effet, c'est juste. C'est l'aspect ridicule que à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, des diplomates dont le rôle est de servir de pont, de créer des dialogues, des compromis, de favoriser le compromis, eh bien, sont devenus des cibles du terrorisme politique, géopolitique et se trouvent sur le front, à l'avant-garde, en première ligne de la guerre. Et c'est un grand changement qui a commencé et qui s'est poursuivi également dans d'autres pays. Par exemple, en face d'Israël, nous sommes, lorsque nous servons Israël à l'étranger, nous sommes effectivement une cible. Alors, il y a également des attaques diplomatiques. Cette fois, on quitte le domaine du terrorisme qui peuvent viser des diplomates. En ce moment, on voit qu'il y a une grande campagne menée justement pour forcer, on va dire, Israël à négocier la reconnaissance d'un État palestinien, ou en tout cas un retrait des territoires de Cisjordanie. Ça peut se passer à l'ONU d'ailleurs demain, ce que disent les Palestiniens. Est-ce que vous avez l'impression que cette pression est devenue très forte aujourd'hui sur la diplomatie israélienne ? Concernant le combat diplomatique, c'est en effet ça, c'est notre travail et nous devons effectivement nous mesurer avec les instruments qui sont à notre disposition. Il n'est pas du tout simple dans la situation actuelle d'expliquer que, effectivement, nous voulons la paix, nous voulons en effet le dialogue, nous voulons une solution de deux États. Mais le problème, c'est que le partenaire qui doit s'asseoir avec nous n'est pas disposé et utilise de nouveaux prétextes pour ne pas renouveler les négociations d'une manière directe. Nous tentons de convaincre et d'expliquer dans les différents pays les désavantages d'une démarche unilatérale telle qu'elle est prévue et planifiée par les Palestiniens. Il y a une oreille attentive, mais c'est un combat que nous menons sur tous les fronts diplomatiques. Alors vous avez été en poste en Asie, vous avez également été souvent en Amérique du Sud. C'est en Europe aujourd'hui, on a l'impression que Israël, on va dire, est le plus attaqué pour sa position vis-à-vis des Palestiniens. Comment vous expliquez que ce soit en Europe aujourd'hui justement, eh bien qu'il y ait le plus de problèmes diplomatiques pour Israël ?
Oui, en effet, j'ai servi en Europe aussi, j'ai servi en Italie. Et je veux vous faire part d'une expérience personnelle. Mon premier poste en Italie, c'était pendant la première intifada en Italie. Et l'atmosphère était tout à fait anti-israélienne, pro-palestinienne. Ils nous attaquaient sur tous les fronts et soudainement, chez les Italiens, eh bien, les Italiens ont commencé à comprendre pendant la première guerre du Golfe que nous étions attaqués par l'Irak et que nous n'étions pas véritablement le mauvais du film, le méchant du film, et toute l'ambiance, toute l'atmosphère a changé. Je ne m'attends pas d'un changement aussi important en Europe aujourd'hui, mais lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, l'État islamique, le Daesh, et tout cet extrémisme islamiste, Al-Qaïda, les talibans, et peut-être qu'ils comprendront que nous faisons face à des problèmes différents que ceux qui pourraient donner l'air sur le terrain. Alors demain, donc, en tout cas, John Kerry, le secrétaire d'État américain, doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Rome pour discuter justement de cette situation et de ce vote prévu à l'ONU. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les Américains pourraient retirer un peu de leur soutien à Israël, peut-être pas tout leur soutien, mais un petit peu? Est-ce qu'il pourrait y avoir un changement d'attitude des Américains dans le vote qui se prépare à l'ONU? Je ne pense pas, parce que les Américains comprennent bien la nécessité d'un dialogue et d'une solution par l'intermédiaire de négociations entre les parties en présence. Ils ne soutiennent pas des démarches unilatérales par l'intermédiaire des Nations Unies. Et je suppose que au cours de cette discussion, eh bien, on essaiera de parvenir à des positions communes entre Israël et les États-Unis. Alors il y a également pour Israël beaucoup de situations qui peuvent être délicates, on va dire, sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, vous, quand vous étiez en poste en Asie, par exemple, est-ce que vous constatiez que l'image d'Israël auprès de ces pays en Asie était différente de celle qu'on peut constater en Europe ? Tout à fait, complètement. La conception d'Israël, qu'a Israël en Asie est tout à fait différente de celle que l'on a en Europe. On peut s'asseoir pendant des heures et analyser cette différence. Je dirais que en Asie, on rappelle Israël et les Juifs. Eh bien, lorsqu'on pense à Israël et les Juifs, c'est Einstein, c'est les innovations, la high-tech, et ils nous perçoivent comme un pays tout à fait développé et qui développe de nouvelles technologies, et ils n'ont pas. Et c'est 2000 ans d'antisémitisme sur le dos, comme c'est le cas en Europe. Ouais, et quand vous parlez aussi, par exemple, de l'Amérique du Sud, là aussi, c'est une autre approche qu'il y a vis-à-vis d'Israël ? Oui, ce n'est pas tout à fait comme l'Asie, parce que malgré tout, l'éducation européenne, occidentale, est de mise en Amérique du Sud. Mais eux aussi voient en Israël ils perçoivent cet aspect du développement, de l'innovation comme quelque chose d'important, et nous avons coopéré, notamment dans le domaine social, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé publique, et ils ont beaucoup d'estime pour notre contribution à leur société, et oui, ils perçoivent Israël d'une manière différente. Aujourd'hui, donc, vous avez terminé votre périple d'ambassadeur. Il y a un pays dans lequel vous avez gardé un souvenir, justement, peut-être plus que d'autres, qui vous a le plus marqué dans votre carrière d'ambassadeur ? Écoutez, je dirais, oui, il y a 2 semaines, je suis parti en retraite après 42 ans de service dans la diplomatie israélienne. Peut-être, ça vous paraîtra peut-être étrange, bizarre, mais l'endroit qui m'a le plus impressionné, c'était Istanbul, en Turquie. J'étais là-bas dans les meilleures années des relations entre la Turquie et Israël, dans les années 90. C'est inoubliable pour moi. Merci en tout cas, Yitzhak Shoham, d'avoir été notre invité. Merci à vous.